Gouda. C'est le Gouda. C'est dégueulasse le Gouda. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va pas du tout parler du Gouda. Bah oui, on va pas en parler. C'est pas bon. On en parle pas. Mais aujourd'hui, on est là pour en découdre. Pas du tout. On va juste parler de la suite de la vidéo de il y a 3 semaines, il me semble, après l'opération Paperclip, les nazis, tout ça, tout ce charabia. Donc on reprend notre histoire sur la conquête spatiale pendant la guerre froide. Alors on s'est arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale et on va direct faire un bond d'un peu plus de 10 ans parce que c'est là que les choses sérieuses commencent. Alors oui, entre-temps, pendant ces 10 ans, il y a eu quelques avancements technologiques, même pas mal, on va le voir, mais c'était surtout pour de l'armement. En fait, c'était pour envoyer des grosses bombes sa mère, genre comme ça. Voilà, des bombes comme ça, là, pour bien faire peur à l'ennemi, ou bien niquer l'ennemi, hein, d'ailleurs. Et donc voilà, c'est en gros, donc un peu plus de 10 ans après, que les Américains, là, découvrent quelque chose d'effrayant. Et oui, le 4 octobre 1957, aux alentours de 20h, ils entendent dans leur radio espion un petit truc qui fait genre bip, bip. Enfin, un peu plus comme ça. Et là, ils se rendent compte que l'URSS a envoyé un satellite en orbite. Et c'est une première mondiale, mais le satellite, bon, à part faire bip bip, il fait pas grand chose. Et ce satellite, c'est le fameux Sputnik, que vous connaissez tous. Mais en fait, pour les Américains, ça veut dire une chose très flippante. Ça veut dire que peu importe où tire l'URSS, si on remplace ce satellite par une bombe, et bah en fait ils peuvent les toucher de n'importe où. Donc les missiles peuvent partir de l'URSS et taper les États-Unis à n'importe quel moment. Parce que oui, Sputnik fait un tour de la Terre en environ 1 heure et demie. Ça veut dire que si on remplace Sputnik par une bombe, la bombe on la laisse faire la tour de la Terre et on la fait rentrer et taper quand on veut. Grossièrement c'est ça. Et ça, les Américains, ça leur va pas trop. Et oui, ils ont un peu peur, quoi. Et surtout, là, l'URSS, technologiquement, est vraiment supérieur. Et ça leur va vraiment, vraiment pas. Et un mois après, c'est encore un gros coup de pression que se prennent les Américains. Parce que le 4 novembre 1957, c'est un être vivant qui est envoyé dans l'espace. Et oui, c'est la chienne Leica, que vous connaissez aussi sûrement, qui est envoyée dans l'espace, en orbite. Malheureusement, elle ne survivra pas très longtemps dans les conditions extrêmes où elle était, parce que bon, elle était dans une capsule qui était pas terrible, la capsule qui s'appelait Sputnik 2 d'ailleurs. Donc malheureusement, elle décédera pendant son vol. Mais les Américains prennent encore un coup de pression, parce que là, ça veut dire qu'ils arrivent à faire survivre à peu près, bon, pas très longtemps, mais ils arrivent à faire survivre un être vivant dans l'espace, pendant que les Américains, eux, ont envoyé zéro truc là-haut, en fait. Donc ça commence à être chaud. Sputnik 1 et 2 sont partis avec une fusée qui s'appelle la R7 Semyorka. On va en parler vite fait. Donc c'est un lanceur de base, en fait, c'est un missile balistique conçu par Sergei Korolev. On en reparlera de ce gars-là dans une prochaine vidéo parce qu'il est hyper important. Et pour l'époque, ce missile, donc le R7 Semyorka, est surpuissant. Il pouvait envoyer 5 tonnes de charge utile, donc grossièrement une bombe de 5 tonnes, donc une bombe nucléaire à plus de 8000 km de distance. Ça change quand même pas mal du V2 et il était environ, je crois, une vingtaine de fois plus puissant que le V2. Et grossièrement, en fait, sa conception, c'est un peu 4 V2 mis autour d'un V2. Donc le lanceur ressemble à ça. Donc évidemment, les moteurs sont revus et améliorés, beaucoup plus puissants, beaucoup plus hautes. La fusée fait 280 tonnes, c'est vraiment énorme. Et on peut dire que vraiment, ça marchait du feu de Dieu. Et même cette architecture de fusée avec 4 boosters comme ça et une fusée centrale, cette architecture-là marche tellement bien qu'en fait les Russes vont l'utiliser à fond, la réutiliser, l'améliorer, etc., etc., etc. Et même l'architecture moteur, en fait, ils ont grossièrement un gros moteur qui développe sa puissance sur 4 tuyères différentes. Donc la tuyère, c'est 7 parties sur un moteur. Et cette base moteur et cette architecture est encore utilisée, hein, parce qu'aujourd'hui on retrouve le Soyouz qui ressemble à ça, qui est une fusée russe et qui est toujours envoyée, et qui, il n'y a pas si longtemps, envoyait encore des astronautes dans l'espace. Bon, du coup, là, les Américains, en gros, ils chient dessus, mais on avance petit à petit. Là-bas, c'est donc la panique un peu complète, et en gros, ils disent à Werner von Braun, bon, tu vas te bouger un peu le fion et tu vas nous faire une fusée qui peut envoyer un satellite en orbite. Pas juste un truc qui monte et qui retombe. Non, 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 non. Faut que ça fasse le tour de la Terre et que ça reste là-haut. Et 4 mois après Sputnik 1, on entend un moteur 7510A
Rugir, développé par Rocketdyne, ce moteur est surpuissant. Et bim, quelques minutes après, les Américains mettent leur premier satellite en orbite. Et il s'appelle Explorer 1 et il ressemble à ça. Voilà, le 1er février 1958, les Américains sont presque au même point que l'URSS. Bon, ça leur a pris 4 mois, hein. Donc en 4 mois, l'URSS a eu le temps de développer de nouveaux trucs, hein, sachant qu'ils étaient déjà bien en avance. En fait, je dis qu'ils sont au même point, mais au niveau du lanceur, on va en reparler. Vraiment, le lanceur qui a envoyé Explorer 1, c'est un peu du pipi de chat à côté de la R7 Semyorka. De base, c'est un missile aussi, qui s'appelle le Juno 1. Ce missile a été lancé 6 fois, s'est crashé 3 fois sur 6, donc une fois sur 2, il part bien, quoi, grossièrement. Et surtout, en orbite, il emmène 11 kilos. Un chat, quoi. Grossièrement, un chat pas très gros, en plus, qui plus est. Là où la R7 pouvait envoyer genre une bonne centaine de kilos sans trop de problèmes. Et surtout, un seul moteur de la R7 Semyorka, au maximum, pouvait pousser 102 tonnes. C'est juste énorme pour l'époque. Et le missile en lui-même, enfin tout le missile Juno 1, il faisait 29 tonnes. Genre, il y a un gap, de fou là entre les deux trucs. Et en fait, donc le moteur du Juno 1 était tout petit. Hein. Tout à l'heure, je parlais de rugir, un moteur surpuissant, j'ai menti. Ça faisait plutôt genre en montant en l'air comme ça avec un peu de fumée. Au max, c'était ça au max. C'était pas plus. C'était de la merde. C'était de la merde. Mais en gros, fin des années 60, on en est à peu près là. L'URSS a mis en orbite Sputnik, a envoyé Laika en orbite aussi, qui malheureusement décédera en orbite le 4 novembre, et 4 mois après, les Américains arrivent à envoyer leur premier satellite en orbite. Donc, en fait, niveau technologie, on a à peu près kiff-kiff, genre on arrive à mettre des trucs en orbite, juste bon, la fusée des Russes est beaucoup plus puissante, hein, vraiment, elle détruit le missile Juno 1. Et c'est à peu près là que va commencer les choses sérieuses. Et en juillet 58, je regarde mes notes parce que je sais plus comment ça s'appelle. En gros, les Américains, je crois, ils créent une espèce d'administration chelou là. Comment ça s'appelle? Ah oui, la NASA. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un tout petit truc. Mais voilà. Le 29 juillet 1958, la NASA est créée. Et là, ils sont vraiment déter à envoyer un max de fusées dans l'espace pour dominer l'URSS. Et juste montrer leur supériorité de leur système capitaliste. Mais grossièrement c'est ça, c'est le communisme contre le capitalisme et quel système marche le mieux, quoi, qui a la plus grosse. C'est clairement ça. La conquête spatiale, c'est qui a la plus grosse, qui va envoyer le plus vite, qui va envoyer le plus loin, c'est tout. Mais c'est stylé, parce que ça a permis la découverte de plein de choses. Il y a eu des millions, sans déconner, des millions de brevets déposés grâce à la NASA et Roscosmos. Mais ça a coûté cher. Mais ça, on va le voir dans les prochains épisodes. Donc voilà, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On a avancé d'une bonne quinzaine d'années, puisqu'on arrive quasiment fin des années 60. Vous savez où en sont les Américains, où en sont l'URSS. Et on a avancé petit à petit dans les époques. Mais là, en fait, on va rentrer dans le plus en plus dur, parce que c'est là où il va se passer de plus en plus de choses, parce qu'ils commencent à avoir les technologies, etc. Jusqu'à la victoire de un des deux camps. On ne sait pas qui. Enfin, je crois. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, etc. Moi, ça me donne de la force, c'est cool. Et surtout, j'ai posté un TikTok. Je vais mettre mon TikTok dans la description. Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Je vais mettre mon TikTok dans la description. Comme ça, vous pourrez aller le voir. Et c'est trop cool. En tout cas, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous.